Bienvenue dans Solo, la série centrée sur les avocats individuels qui vont vous partager leurs expériences, leurs anecdotes, pour vous faire sourire peut-être, pour que vous vous sentiez peut-être un petit peu moins seul dans cette galère et qui sait, peut-être que ça en aidera certains à se lancer. Pour cette série, je suis accompagné de 4 confrères. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous décrire vos domaines de compétences et peut-être le nombre d'années depuis lesquelles vous exercez en individuel? On commence par toi, Stéphanie. Stéphanie Stein, je suis avocate en droit du travail. J'exerce depuis plus de 30 ans cette profession formidable. Laurent Denis, je suis avocat en droit des affaires, particulièrement en droit bancaire, en droit des assurances, uniquement auprès d'intermédiaires et de courtiers. Courtiers en crédit, courtiers d'assurance, crowdfunding, agents immobiliers, etc. Alexandre Braun, plus spécifiquement Alexandre M. Braun, parce que j'ai un homonyme au barreau de Paris. Je suis avocat en droit pénal. J'exerce depuis un peu plus de 20 ans comme avocat et depuis un peu plus de 15 ans comme avocat individuel. Julie Rodrigue, j'exerce depuis à peu près 28 ans et je suis essentiellement dans tout ce qui concerne le marché de l'art et la propriété intellectuelle avec plutôt artistique. Bon, moi, je suis Rémi Dandan. J'exerce en droit public depuis 2 ans et ça fait 7 mois aujourd'hui que je suis en individuel installé à Lyon. Et justement, la première question que j'aimerais vous poser, donc vous m'avez dit un petit peu le nombre d'années depuis lesquelles vous exercez, mais ce que j'aimerais comprendre, c'est depuis quand est-ce que vous exercez en individuel et aussi quel a été le point de départ de votre exercice individuel si vous avez exercé sous une autre forme avant. Donc, est-ce que déjà parmi vous, vous avez tous commencé en individuel ou est-ce que vous avez eu une autre manière d'exercer au début? En réalité, j'ai exercé sous toutes les formes. J'ai été collaboratrice pendant 10 ans d'un cabinet d'avocats classique. D'accord. J'ai exercé en solo pendant 4 ans et j'ai été associée de cabinet anglo-saxon. Donc, j'ai connu toutes les formes d'exercice, en fait. Donc, tu penses que cette expérience en non individuel a été nécessaire à ce que tu puisses derrière créer ton activité individuelle? On a plein de périodes dans nos vies, donc il y a plein de moments différents. On va pas décider pour toujours, on va décider pour maintenant, pour les quelques mois ou années qui viennent, voilà. Il est indispensable de commencer en collaboration. Moi, j'ai eu la chance pendant 5 ans d'être collaborateur d'un immense avocat qui était Serge Hoffman. Je pense que sans ces années de collaboration, je n'aurais pas pu être un bon avocat exerçant en individuel. C'est très important de pouvoir apprendre une grande figure comme Serge Hoffman. Moi, j'ai eu la chance d'être engagée par Jacques-Georges Bitoun, qui était le pape du droit du cinéma. La première mission qu'il me donne, il m'envoie au palais pour aller réclamer des honoraires qui étaient dus à un avocat italien. Je pars vent debout au palais et il me dit « N'oubliez pas, vous devez avoir gain de cause et vous demandez un article 700 ». Je pars au palais, je plaide mon morceau et je demande un article 700 et à ce moment-là, le juge me dit « Non, il n'y a pas d'article 700 ». Et là, je pense que je vais perdre mon travail. Et je viens d'être engagée, c'est ma première... Et donc je dis, si, monsieur le juge, écoutez, il faut absolument que je rentre avec un article 700 pour voir mon patron. Puis quand on est jeune, on dit des mots maladroits comme ça. Il me dit non. Donc je retape à la porte du juge. Et là, je dis, écoutez, il me dit non. Et donc, je pars très triste. Et j'arrive devant Bitoun. Il dit, alors, comment ça s'est passé? Et j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème pour la créance de votre ami avocat italien. L'article 700, j'ai vraiment tout essayé, je ne l'ai pas eu. Il me dit, c'est normal, ce n'est pas légal. Donc, voilà, on est confrontés pour défendre un peu ceux qui pensent qu'on peut se lancer de suite, parce qu'il y a quand même des contre-exemples à ça. Moi, je pense, par exemple, à notre confrère Yacine Bouzrou, par exemple. Lui, il est sorti de l'école, il s'est installé directement. Mais il ne faut pas survaloriser la collaboration. Et à l'inverse, il faut valoriser l'entreprise individuelle qu'on peut exercer. C'est un des rares métiers, le métier d'avocat, où on peut exercer avec cette liberté-là. Moi, j'ai été salarié pendant plus de 20 ans. Mon apprentissage a été un apprentissage de salarié, avec beaucoup de liberté, mais avec des contraintes qui ont été explosives, atomiques à la fin, grandissantes, étouffantes. Le client qui vient vous chercher, il vient chercher un avocat individuel. Pourquoi ? Il faut qu'on s'interroge là-dessus. Pourquoi il y a des petites épiceries qui sont plus efficaces que des grands supermarchés ? C'est qu'il se passe des trucs qui ne fonctionnent pas bien dans les grands supermarchés. Et la collaboration, c'est rentrer dans un grand supermarché. Donc il faut aussi mettre tout ça en perspective et tout à fait souligner que se lancer le plus tôt possible, c'est possible.
ça peut fonctionner, et on n'est pas tout seul sur une île déserte. C'est pas un métier de Robinson Crusoe. C'est pas parce qu'on est solo qu'on est seul. Et Exactement. souvent, quand on est solo, on travaille encore mieux en équipe, avec des équipes ad hoc, que ce soit avec des confrères, avec des experts, avec des huissiers, avec d'autres professions. Et on arrive à créer des réseaux qui sont extraordinairement confraternels au sens large, extraordinairement efficaces. Et il y a beaucoup plus de solidarité entre les avocats que ce qu'on peut imaginer. Quand on Beaucoup décroche plus, son téléphone ouais, pour c'est demander vrai. à un confrère un coup de main, on l'a. Ou une idée, Il ne faut ou échanger. jamais hésiter. S'il y a un conseil à donner aux jeunes, c'est n'hésitez jamais, même des gens qui ont l'air très célèbres, très loin de vous, etc. Faites un petit email, dites voilà, j'ai ce sujet, est-ce que vous pouvez me donner un coup de main? Ça peut marcher. Moi, je suis surpris d'ailleurs, pour dire un mot aussi rapidement, que dans les écoles, je trouve, la pratique individuelle n'est pas si présente que ça. Alors qu'il y a un appel, il y a une demande, on va parler C'est vrai. sans doute des outils aussi. On est formidablement libéré, on est formidablement outillé, équipé pour travailler Merci seul. Doctrine. Beaucoup plus qu'on ne l'était il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un choc positif ou négatif qui vous a convaincu de vous dire, bon, là maintenant, c'est vraiment le symbole de la fin de ma collaboration? La décision de l'installation, je peux la dater très précisément. C'est le 30 septembre 2006. Alors, c'est beau, ça. en 2006, j'ai fait la conférence du stage du barreau de Paris et mon patron, Serge Hoffman, avait été hyper fair-play, à savoir que, alors qu'il y a beaucoup de secrétaires de la conférence qui se font virer ou qui ont des difficultés à leur cabinet, lui m'avait dit « tu fais ce que tu veux, tu viendras bosser le soir, mais tu vis ton année de conférence ». C'était génial. Et puis, arrive fin septembre, et là, il n'en peut plus, et il a raison, parce que je travaillais très peu pour le cabinet. Il m'appelle dans son bureau, il me dit « Alexandre, à partir de maintenant, est-ce que tu es prêt à t'engager plus pour le cabinet ?» Et je lui dis « Non, je ne peux pas. Là, j'ai mes premières assises qui arrivent, j'ai telle chose, telle chose, telle chose. » Il me dit « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Je lui dis « Eh bien, je m'en vais. » « Tu es sûr ?» « Oui. » Et je lui ai dit « Si j'avais été vous, je me serais viré depuis longtemps. » Et moi, on m'a dit, et c'était pareil, je peux le dater, c'était le 15 juillet. Le 15 juillet 2022. On m'a dit, tu sais, Rémi, dans un contexte compliqué, dans un cabinet, le seul fusible, c'est le collab. Parce qu'on n'a pas besoin de motif pour te faire partir. Et il faut que tu saches que c'était pas du tout méchant. Je trouve qu'au contraire, c'était super gentil de sa part de me dire ça. Quand tu es collaborateur, ton chômage, c'était des clients perso. Et c'est vrai que cette phrase, quand même, elle a retenti puissamment Si dans tu mon peux les esprit. développer. Et à partir de là, Très j'ai donc juste, hein. cherché à équilibrer la relation dossier perso, dossier collab, pour que je puisse toujours être rentable pour eux, parce qu'il y a quand même ce rapport de loyauté. Ils m'ont recruté, ils m'ont quand même permis de vivre pendant un certain temps. Il ne faut pas cracher, je pense, dans la soupe. Mais au bout d'un certain temps, j'ai pu avoir un planning, si je puis dire, sur 3 mois, qui est en fait le délai de préavis quand on démissionne en tant que collaborateur, en tout cas qui était mon délai de préavis. Et je me suis dit, écoute, je suis plus disponible dans 3 mois. En tout cas, dans 3 mois, on va se fâcher si on continue comme ça. Donc ce que je te propose, c'est que je pose ma démission un petit peu à contre-cœur, parce que humainement, j'étais très attaché à ce cabinet. Mais comme c'est plus conciliable, C'est plus jouable. en septembre, en octobre, le 10 octobre exactement, je partirai. Je ne sais pas si tu as pu traverser aussi un point d'impulsion comme ça. Je suis restée associée 17 ans, ce qui est quand même... Et le choix de partir et d'exercer en individuel avec d'autres avocats a correspondu à un moment donné en me disant, bon, voilà, j'ai passé la cinquantaine, maintenant je dois vraiment me diriger vers la qualité de vie. Comment je veux Et le c'est faire vraiment un choix de qualité de vie, c'est-à-dire je me suis dit, je prends cette direction-là parce que maintenant ce que je vise, c'est d'être contente le plus longtemps possible dans ma journée. Mais c'est très très intéressant parce que quand j'étais à l'école, moi j'avais l'impression que la trajectoire de l'avocat qui réussit sa carrière, c'est tu commences collaborateur, ensuite tu te lances, ensuite tu t'associes, et ensuite tu es à la tête d'un gros cabinet. Et alors qu'au final, j'ai l'impression dans ce que tu dis, et moi je rejoins parfaitement cette analyse, toi justement tu as connu une trajectoire quasi inverse, c'est-à-dire que tu étais associé pendant 17 ans, et puis tu as dit en fait, je crois que je vais être plus épanouie en tant qu'avocate, toute seule. Bah, j'ai toujours été épanouie en fait. Ok, bon tant mieux. C'est une question de caractère. Non, mais chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est vrai que aujourd'hui, ce qui me plaît le plus, c'est de me dire que dans ma journée, tout ce que je vais faire ça sera ni passer du temps dans ma voiture pour aller au bureau, c'est-à-dire que j'ai un temps pour m'organiser qui est énorme.
En réalité, le solo, c'est quoi? Le solo, c'est celui, et c'est pour ça que c'est un avocat moderne aussi, c'est celui qui va chercher des gains de productivité. C'est celui qui va chercher une organisation qui est la plus efficace possible, puisqu'on on se soutient soi-même en réalité. Et donc, tout ce qui est digitalisation ne fait que nous aider dans notre pratique et donc aussi nous permet de nous positionner comme étant des gens qui apportent de la valeur. Si tu devais résumer finalement ton parcours d'avocat individuel jusque-là en un mot, en un objectif. Fondamentalement, je me présente comme un entrepreneur et comme un avocat qui est au service aussi de mes collègues et de mes confrères dans le cabinet. Donc, il y a un état d'esprit, au-delà de la question de la pratique quotidienne, il y a une question d'état d'esprit. Alors, je rejoins parfaitement Stéphanie dans l'idée qu'on est des acharnés de la productivité, de l'efficacité. C'est-à-dire que pour nous, 1 heure, c'est monstrueux. On est tout seul. Comment je dépense 1 heure, moi, c'est une interrogation chaque matin. Moi, juste revenir sur qu'est-ce qu'on cherche à travers l'équilibre ou l'organisation ou le temps personnel. Il y a quelque chose qu'il faudrait quand même comprendre, même si c'est un peu ringard ce que je vais dire. On a besoin de se régénérer. Quand vous êtes dans un contrat de collab que j'ai pas vécu, dans un contrat de travail, un CDI que j'ai vécu pendant longtemps, on s'occupe, je mets ça entre guillemets, abondamment de votre charge de travail, mais très peu de votre bien-être et de votre reconstitution. Et donc, quand on est seul, c'est quelque chose auquel on doit veiller soi-même. C'est un métier où il faut se régénérer, c'est un métier où il faut prendre du temps pour soi, c'est un métier où il faut se reposer. Voilà. Et je trouve qu'être seul permet de le faire sans rendre de compte à personne. Et ça, si je devais le classer dans la hiérarchie des libertés, parce qu'il y en a peut-être plusieurs dans le métier qu'on exerce, c'est une liberté suprême et supérieure. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier dossier, de votre premier client et comment il est venu? Moi, c'était mes parents, mes premiers clients. C'est vrai? D'ailleurs, à un moment donné, je leur ai demandé s'ils avaient fait une avocate. Et je lui ai dit, vous n'avez pas fait une fille, vous avez fait une avocate. N'importe quel avocat qui veut développer sa clientèle, c'est d'abord aux portes de chez soi. Donc il ne faut pas hésiter à creuser, à vraiment creuser sa propre voie. En quête de son parce que sinon, démarche. on s'éparpille. Et d'ailleurs, tu as commencé avec des amis, mais tu as fini très spécialiste d'un sujet complexe, qui est Moi, la j'ai propriété toujours été intellectuelle, etc. spécialiste. Alors pour la clientèle, c'est vrai ce que tu disais, que pour développer sa clientèle, le meilleur conseil qu'on puisse donner à un jeune qui veut s'installer, c'est de développer une hyper spécialisation, une niche. C'est-à-dire, le pénal, c'est trop large. Le pénal des affaires, c'est trop large. Il faut développer la micro-niche, quitte à ce qu'il y ait très peu de clients dans ce domaine. Il y a très peu de clients, mais il y a aussi très peu d'avocats. Donc, il peut développer une expertise spécifique. Ouais. Maintenant, il ne faut pas négliger, pour trouver des clients, un facteur important qui est le hasard. Je me souviens très bien, j'ai longtemps eu mon cabinet boulevard du Palais, juste en face du palais de justice. Un jour, je descends, j'étais au 4e étage, et je vois un monsieur qui cherche quelqu'un. Je lui dis, monsieur, vous cherchez, vous avez un rendez-vous. Il me parle en anglais, il était espagnol. Il dit, non, moi je cherche un avocat. Je lui dis, qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Il dit, ben voilà, moi je viens d'Espagne. La nuit dernière, je me suis arrêté à Lyon. Je me suis levé le matin et dans ma douche, j'ai eu un accident avec la douchette. J'ai perdu un œil. Je lui dis, bon, montez. Je l'ai reçu. Son dossier, il a duré 7 ans. C'est le dossier de ma vie dans lequel j'ai le mieux gagné ma vie. Hasard total, 7 ans de procédure. On a perdu devant le tribunal, on a tout gagné devant la cour d'appel. Le hasard total. Ouais. Il faut être à la fois très spécialisé, développer son réseau, et puis écouter garder... absolument. Peut-être que je ne devrais pas le dire dans ce dossier-là, mais garder les yeux ouverts, hein, parce que le hasard, il arrive aussi. Au moins l'œil. Mais aussi profiter des évolutions du terrain. Les évolutions dans notre environnement, elles sont phénoménales. Mais peut-être créer une activité sur la cyberprotection, sur les cyberattaques, sur le cyberharcèlement. Enfin voilà, essayer de trouver dans les évolutions de la société des morceaux de droit qui sont émergents, qui n'ont pas été préemptés par d'autres, sur lesquels il n'y a pas une littérature éblouissante, mais se dire, voilà, moi je vais être le professionnel des drones. Mais moi je suis d'accord avec ce que vous dites, parce qu'en fait, les premiers clients, je pense que nous, en fait, ce qu'on peut faire, c'est on peut poser une base. Ça veut dire qu'on peut mettre en place certains systèmes qui vont nous permettre, si jamais il y a une opportunité qui se crée, que la clientèle se développe beaucoup. Par exemple, on est présent sur Internet, on se rend visible, on rencontre du monde. Je pensais à l'instant
aux recherches sur les sites de rencontres. Qu'est-ce qu'on fait sur les sites de rencontres? On a 2 activités. On cherche et on trie. Et il faut savoir trier le meilleur client qu'on aura. La meilleure opération, c'est de savoir refuser un client. On saura l'éviter. Et ce qu'on peut dire aux confrères, c'est que s'ils ont le luxe de pouvoir refuser un dossier, il faut refuser un dossier. Et s'ils n'ont pas le luxe de pouvoir refuser un dossier, il faut le refuser quand même. Encore plus. Il faut le refuser Encore quand plus, même. parce que celui que vous allez prendre, parce Il va que te vous dites qu'il tuer faut les absolument bons que dossiers. j'ai un client, Ouais. te prend le temps que tu ne consacres Exact. pas, soit à creuser Ouais. ta connaissance, soit à aller chercher d'autres clients. Et il est plus accidentogène, parce que efficaces. pour spécifier, Oui, Alexandre oui. a 100% raison, mais pour spécifier le sujet, je trouve le critère spécifique, c'est les clients qui attendent tout de l'avocat et qui ne vont rien donner, Ouais. qui pensent que tu vas tout régler sans t'apporter aucune pièce, aucune information, sans travailler aucun machin, sans répondre à aucune question, etc. Enfin, moi, c'est vraiment mon c'est un critère de point. tri. Alors, merci, C'est mon parce critère que de tri. Là, tu touches un point qui m'est Et j'ai eu ça juste pour extrêmement finir. cher. J'ai eu ça juste pour finir il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, en plus, à un assez mauvais moment. J'ai faiblement dit oui et je m'en suis mordu les doigts parce qu'on est allé à l'accident direct. Tu touches le point qui, moi, m'est très cher, c'est le client qui fait le dossier. C'est-à-dire que nous, on est les accoucheurs. On est là pour tirer la substantifique moelle du client. C'est lui, elle, qui sait ce qui s'est passé, qui sait ce qui s'est connaît passé, les qui a faits, la preuve, qui a les pièces. éléments, qui a l'articulation et tout ça. Il faut passer beaucoup de temps à extraire ce que le client a, Le à trier, nous donner l'organiser, le valoriser. pour sa propre Exact, défense, son exact. conseil, etc. Exact. L'avocat, pour moi, c'est une sorte d'enquêteur, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un Ouais. qui recherche des éléments, C'est très juste. qui recherche la solution qu'en fait le client connaît plus ou moins déjà, Tu bizarrement. audites une situation. Il y a 2 phrases qui peuvent nous alerter sur les clients à problème. La première phrase, c'est « Maître, on est d'accord que ». C'est-à-dire ils viennent juste valider un raisonnement, et si tu leur dis autre chose, ils l'entendent continuent pas. à te poser la même question. Ouais, c'est ça, ouais. Et la question inverse, Ils c'est... sont là pour que tu fasses ce qu'ils te demandent. Exactement. Et la question inverse, c'est « Non, mais je vous fais confiance ». Tu leur expliques les possibilités, ils veulent pas savoir, Ouais, ils ouais. veulent que tu choisisses pour eux. Les 2 extrêmes Pas de stratégie. sont insupportables. Exact. Ouais. Il y a même une 3e phrase qui est en plus la transition de la question suivante, mais c'est « l'argent, c'est pas un problème ». Quand ça commence comme ça, généralement, c'est que c'est un impayé derrière. Et est-ce que vous avez en tête, et on peut parler justement de l'équilibre ou même sur l'aspect financier, un mauvais souvenir, vraiment un épisode que vous avez traversé et qui vous a marqué très négativement? Moi, j'en ai un, si je peux peut-être commencer. Je venais juste de me lancer. Et donc, on est dans la phase où on veut vraiment assurer une pérennité financière. Et moi, je défends beaucoup d'étudiants. C'est une conviction personnelle. J'estime que c'est l'éducation et l'enseignement supérieur qui a fait que j'ai pu changer mon statut social et j'espère un peu ceux des gens qui m'entourent. Et du coup, je défends beaucoup, quasi pro bono parfois, certains étudiants, ou au strict minimum. Et donc, je prends un dossier qui est à l'aide juridictionnelle à Nantes, alors que je suis à Lyon. On se met d'accord sur juste les frais de transport, parce que c'était particulièrement cher, puisqu'on était en période de grève. Évidemment, mon train a été annulé la veille. Donc, au lieu de 150 €, le billet pour Lyon-Nantes est passé à 650 €. Évidemment, c'est moi qui avance tout. C'est moi qui avance tout. Je connais la situation de l'étudiante, elle n'était pas prête à assumer ça, etc. On va là-bas et j'ai littéralement passé une semaine complète sur ce dossier. C'était un référé en procédure administrative, donc très rapide. J'ai passé quand même une semaine complète sur ce dossier, donc j'ai mis tout de côté. Je vais plaider, on gagne. Elle m'a envoyé les captures d'écran de son compte, elle était en déficit complet. Et normalement, donc, c'était censé être une somme qui me revenait, puisque je renonçais à l'AJ. Au final, elle a encaissé la somme, tout. Voilà, elle ne m'a jamais payé, ni les frais de transport, ni un quelconque honoraire. Et moi, c'était le mois où je me lançais. C'était donc ça, c'est aider des gens malhonnêtes, honnêtes, c'est ça? Ben, c'est que En là, tout au cas, final... alors, c'est les honnêtes gens qui ne sont pas nécessairement des gens honnêtes. Hein. C'est Voilà. ça. Mais là, si je peux me permettre, l'erreur que tu as fait, C'est c'est de d'être virer trop ça. solidaire avec ton client. Oui, je crois. C'est de ne pas avoir la distance nécessaire avec ton client. Il y a un remède très simple, parce que moi, je me suis fait avoir de la même façon, quelquefois pour des sommes minimes, et c'est ce qui m'irrite le plus. C'est-à-dire que quand tu as une facture même de 300 balles qui ne vient pas à quelqu'un à qui tu as consacré du temps et des idées, si tu veux, c'est hyper humiliant et hyper urticant. Il me semble que- Et juste la Pardon. sécurité, moi j'ai renversé un peu là-dessus avec Covid, et puis maintenant, tu payes d'avance. Une autre des questions fondamentales de l'avocat, et pas seulement des jeunes, et pas seulement des solos, c'est l'argent. Ah ouais. Parler d'argent,
C'est dur. définir c'est le très dur. prix, Ah oui. savoir combien on veut être payé, Le quand, justifier. comment, le justifier. Ça, c'est vraiment... Et là, pour moi, il y a une règle d'or, c'est la simplicité. La simplicité et la prévisibilité pour le Ouais. client. Absolument. Le client ne veut pas que tu l'embarques dans un truc Évidemment. où tu lui dis « Attends, là, j'ai passé 35 heures, tu me dois 15 000 euros. Non, non. Tu dis à l'avance si c'est ça, c'est le forfait. Le conseil juridique, c'est ce truc merveilleux. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça va te coûter. Mais Je il y ne a- connais il y a- aucun autre produit où tu Bon, arrives tu sais dis, pas combien ça va te coûter. J'aimerais bien Vous allez me votre dire produit, oui. mais J'aimerais je que vous ne me suis pas disiez très oui. sûr Il y de a un savoir arrêt ce que ça va très me coûter. Mais enfin, moi, je trouve ça très important et limite, j'espère qu'il y a un directeur d'école des avocats qui va regarder ça parce que l'entrepreneuriat est un sujet qui n'est jamais abordé à l'école. On disait. On n'apprend Bien pas à sûr, facturer, on bien ne sait pas sûr. parler d'argent. C'est un Non, mais- métier aujourd'hui, on a un décalage Bah sur oui. les questions d'argent avec d'autres professions. Bah Si oui. tu veux. Moi, dans la clientèle que je travaille, il y a des obligations en matière de communication sur la rémunération, si tu veux. À chaque fois que je rappelle ces obligations ou que j'ai des contentieux ou du conseil à faire là-dessus, je suis saisi parce que, si tu veux, moi, je pratique pas ça. Je pratique une prévisibilité maximum, des forfaits quand c'est possible. Les 2 ans que j'ai passé au solo, en fait, j'avais fait un break et donc j'ai recommencé en m'imposant de ne faire que du forfait. Ça marche très bien. Et tu as Mais- réussi. Bien Et sûr. les clients l'apprécient. Ah bah évidemment. Mais au Évidemment. contentieux, tout dépend où tu en es. Tu as un client qui vient te voir et est convoqué devant le tribunal correctionnel, tu as une idée. Tu sais Tu découper. évidemment. tu sais oui, découper tu sais ton Et puis, en travail. découper, fait, tu le lui prix, dis ça c'est va une- faire tant. Le coût, Exact, c'est une Alexandre. opinion. Donc, tu te fais une opinion de ce que tu penses qui est pour toi un bon prix, honnête, et pour ton client, un prix acceptable. Il y a Alors une transparence. le client qui paye pas, il est toujours prêt à donner les 17 immeubles qu'il n'a pas à l'avocat. Ouais. Le client qui paye, il veut que tout soit très clair, très machin, le temps, le Ouais. machin, etc. Moi, ça me dérange pas de prendre un dossier au forfait et au résultat. C'est pas un problème. Après, il y a des dossiers sur lesquels on ne peut pas avoir de visibilité. Moi, j'ai eu une affaire de faux qui a duré 8 ans quand même. Hein. Ah ouais. Bon, 8 ans, c'est Dans ce absolument. cas-là- Je ne m'imaginais Ouais. pas au départ Ouais. Oui, que ça allait durer autant. autant de temps. Ouais, ouais, Mais ouais. quand on parlait d'esprit entrepreneurial, en fait, la question, c'est de quoi tu as besoin pour faire tourner ta vie et ton cabinet. Et au fond, ça fait partie de la détermination de l'honoraire. Donc, il y a d'un côté client, la prévisibilité, combien ça va me coûter, c'est absolument clé que c'est sache. Il y a une question de temps. Ce que je fais, c'est forfait dans le temps. C'est un forfait pour 6 mois. Et donc, il va me dire, mais au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Au bout de On 6 fera le mois, point. on fera le point, on décidera ensemble. Et en C'est pas fait, une science si exacte. tu veux, comme il y a un investissement, j'ai un vrai investissement dans le dossier, on a avancé sur les choses, au bout de 6 mois, on a une discussion qui est parfaitement d'honnêtes gens, si tu veux. Mais on s'inscrit dans le temps et dans une sorte de Et volume des bases qui est claires un au volume départ. de l'entreprise. Pour vous, est-ce que vous envisagez ce mode d'exercice en individuel comme étant un point d'étape, comme étant l'objectif que vous vouliez atteindre? Et puis, est-ce que vous auriez un mot à dire pour peut-être encourager ceux qui hésitent à franchir le pas de l'individuel? Ah, il faut vraiment, je pense qu'il faut, si on a envie de le faire, il faut le faire, parce que Ouais. c'est une aventure, comme tout le reste d'ailleurs. Hein. Ouais. Et c'est une belle aventure. Bon, effectivement, s'occuper de sa comptabilité, tout ça, c'est des contraintes, mais en réalité, bon, Internet qui tombe en panne en plein milieu d'un dossier, etc. Mais on trouve toujours des solutions et des gens, il faut savoir, puisque effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on est en solo, mais on n'est pas seul, on n'est pas jamais isolé. seul. Mhm. Donc on trouve toujours des gens pour aider. Toujours. Même un voisin dans l'immeuble qui est ingénieur et qui vient dépanner. Enfin, on est pour ça. Si on a envie de le faire, il faut le faire parce que ça vaut le coup. Est-ce que ça a une finalité en soi? Non, je pense pas. Je pense que peut-être qu'à certains moments de sa vie, on est content d'avoir, au contraire, un contrat, un Bien salariat, sûr. un Ouais. cabinet qui prend tout en charge, de partir en vacances en se disant toutes les manières, il y aura quelqu'un pour prendre le téléphone, parce que c'est vrai que quand on est en individuel, les vacances... Moi, le maximum de mes vacances, c'est 8 jours. D'accord, ok. Bah oui, parce que si je suis pas là, je suis pas là. Oui, oui, je comprends. Donc c'est pas peut-être que si on a envie de prendre 5 semaines, ben on sera plus heureux dans une position de salarié qu'en Ouais. Il individuel. n'y a pas beaucoup Ouais, de contrats de travail où tu peux prendre 5 semaines facilement. D'un coup, surtout, ouais. Et à la suite Non, mais enfin au moins 3 semaines. Et la boutique qui tourne derrière. Peut-être que ce qui a été écrit de plus juste sur la vie d'avocat individuel, c'est la BD de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, il t'explique que dans l'espace,
À tout moment, tu crois que tu vas crever. Il faut savoir tout faire. Tu te reposes jamais. Mais quand tu reviens sur Terre, tu rêves d'y retourner. Eh ben, avocat, c'est pareil. C'est un enfer. Mais quel paradis. Je crois qu'il n'y a pas meilleure conclusion. Ouais. Comment vous résumeriez d'abord, avant qu'on conclue, si vous aviez des mots-clés que vous aimeriez faire ressortir de cet entretien? Je crois qu'il y a intensité, il y a équilibre. L'exercice individuel est une voie d'épanouissement inédite. On exerce de façon différente d'autres façons d'exercice, d'autres modes d'exercice professionnel. Et donc ne pas avoir une expérience, je ne dis pas que c'est la seule, qu'elle est unique, qu'elle doit être à vie, enfin on a dit tout ça, mais ne pas avoir dans sa vie une expérience dans cette activité-là, qui est une activité spécifique, c'est un métier spécifique. Ne pas avoir cette expérience d'exercice individuel, c'est vraiment passer à côté de quelque chose. Vous l'aurez compris, exercer en tant qu'avocat individuel, c'est finalement une recherche permanente d'équilibre, mais qu'on ne vit pas forcément négativement parce qu'on recherche nous-mêmes l'intensité de la relation humaine pour ceux qui bossent avec des particuliers, peut-être même de la relation intellectuelle avec les clients plus professionnels, avec des dossiers qui sont peut-être un petit peu plus pointus. Mais dans tous les cas, tous autant qu'on est aujourd'hui, on est tous satisfaits et on vous encourage à franchir le cap de l'indépendance et de l'individualité. Merci à tous de nous avoir suivis et retrouvez bientôt un nouvel épisode de Solo sur toutes les plateformes que vous connaissez déjà.